Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Bibliothèque de droit. Bibliothèque de droit. Collection fondée et dirigée par Jean-Paul Serré. Cette collection a pour vocation d'assurer la diffusion d'ouvrages scientifiques sur des thèmes d'actualité ou sur des sujets peu explorés dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs. Dernière parution. Monsieur Manet, le devenir juridique de la dignité. Monsieur Gallimard, l'incrimination de la zoophilie. Monsieur Peltierhenry, le droit pénal à l'épreuve des neurosciences. Tétouzeau, recel et blanchiment. HCAPPADORO, le sens de la peine. Monsieur Bonnard, le statut juridique de l'assistance médicale à la procréation. C. Leroux, l'infraction politique. E. Mangin, l'univers carcéral, la mère détenue et son enfant. P. Laurent, l'incohérence des lois de circonstance en matière pénale. PGOASDOU, l'impartialité du ministère public. Monsieur Germain, essai sur l'influence du pédophile à l'égard du silence des tiers. F. Louise, droit de grâce sous la Ve République. C. Moral, le droit animal. Bibliothèque de droit PENAL. Vincent Le Trouer. Droit pénal des affaires et groupes de société. Une souplesse propice aux infractions et à l'impunité. Préface de François Rousseau. Remerciements. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Philippe Pouget pour son aide, sa disponibilité et ses conseils avisés. Monsieur François Rousseau pour son aide, son soutien et ses recommandations. Je tiens à remercier profondément ma famille et plus particulièrement mes parents. Une pensée pleine de tendresse et d'amour pour mes parents pour tout ce que vous m'avez apporté, et pour votre soutien inconditionnel. Vous m'avez toujours aidé et soutenu dans la vie, et dans les épreuves que j'ai pu rencontrer et endurer. Vous m'avez permis de devenir la personne que je suis. Vous m'avez donné les clés pour réussir. Je vous dois tout. Pour tout votre soutien et votre amour, recevez le mien en retour. À toi mon frère que je chéris tant et que j'admire tout autant. Je ne te remercierai jamais assez pour ta compréhension, ta confiance et surtout pour ton indéfectible soutien. Tu as toujours cru en moi et ce, même quand les périodes étaient plus sombres. Il en est ainsi de l'amour fraternel s'exprimant avec peu de mots, et surtout lorsque l'un a besoin de l'autre. Cet amour indicible se traduisant sûrement avec plus d'actes que de mots, et qui exprime toute sa puissance dans les obstacles que nous pouvons vivre. Si j'ai parfois été un soutien pour toi, tu l'as toujours été pour moi et tu le resteras indéfiniment. À toi Bibiche, pour tout ce que tu représentes et bien au-delà. Sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. Tes innombrables qualités et ton soutien inébranlable m'ont porté tout au long de l'écriture de ce travail, pour me permettre de donner le meilleur de moi-même. Je ne serai jamais assez reconnaissant pour tout ce que tu m'apportes. Si l'évidence avait un prénom, il resplendirait à la lumière de 5 lettres. Ta lumière était plus qu'une évidence, et continue d'illuminer mes pas. La vie nous a permis de partager nos chemins pour que nous construisions désormais notre propre route. À l'image de ce travail réunissant nos deux compétences, il affirme un peu plus la force de notre union. La reconnaissance et la mémoire du cœur. À ceux que j'ai cités particulièrement, et à vous tous. Dédicace. À mes grands-pères. À mes parents. À mon frère. À Bibiche. Principales abréviations. Principales abréviations. Préface. François Rousseau, professeur à l'Université de Nantes, responsable du master Droit pénal et sciences criminelles. Si la publication des travaux de recherche de certains des étudiants formés au sein du master Droit pénal et sciences criminelles de l'Université de Nantes par la Bibliothèque de droit pénal des éditions L'Harmattan devient une habitude, elle ne nous dispensera pas une nouvelle fois de les en remercier très sincèrement. Vincent Le Trouer a choisi de travailler sur le droit pénal et les groupes de société, sous la direction de notre collègue Philippe Pouget. Le choix de ce sujet était courageux pour un étudiant issu d'un Master 2 de droit pénal,
puisqu'il impliquait d'investir outre le droit pénal le champ du droit des affaires et plus spécifiquement celui du droit des sociétés. Plus précisément, Vincent Letrouer s'emploie à analyser les interactions techniques entre la notion de groupe de société et le droit pénal qu'il présente d'abord comme un cadre favorisant la commission d'infractions, avant de l'envisager comme une source d'impunité. En dépit de ces deux interactions en apparence contradictoires, il démontre un mouvement de fond convergent et allant dans le sens d'un renforcement de la répression des dirigeants et personnes morales, correspondant à de nouvelles attentes sociétales qui contrastent sans doute avec les appels à la dépénalisation de la fin du XXe siècle. Il estime à cet égard que la jurisprudence et en particulier la Cour de cassation est en première ligne de cette évolution comme en témoigne d'ailleurs le récent arrêt du 25 novembre 2020, opérant un revirement spectaculaire en cas de fusion-absorption de sociétés. Ce mouvement de fond montre que le droit pénal participe à sa manière à la responsabilité sociétale des entreprises qui doivent composer avec lui pour construire leur stratégie, car pour reprendre Vincent Letrouer, le droit pénal s'apprécie en effet comme un outil juridique mais également comme un outil de pilotage stratégique de l'entreprise. Conclusion. La qualité de son travail de recherche et la passion qu'il a déployée pour le droit pénal des affaires, ainsi que ses qualités humaines très appréciables, ont permis à Vincent Letrouer de mettre à profit ses compétences au service du monde de l'entreprise. Nous lui souhaitons de s'y épanouir pleinement. La Roche-sur-Yon, le 23 décembre 2020. Introduction. Tout homme est un criminel qui s'ignore, écrivait Albert Camus dans son ouvrage L'homme révolté. L'homme et la nature humaine ne sont pas toujours évidents à distinguer. Sous couvert d'une charmante apparence, les abysses de l'âme peuvent recouvrir beaucoup de noirceur. Cette image fut souvent associée à de nombreux criminels notoires. Charmants, prévenants, affables dans leurs intimités, ils pouvaient à contrario changer cette image pour révéler une autre partie d'eux-mêmes, plus connue de l'histoire. Le groupe de société conserve et perpétue cette ambiguïté qu'elle fait prospérer en son sein. Répondant à cette analyse, Aristote écrivait « Suivre les faits depuis leur origine pour les mieux percevoir tels qu'ils sont ». Le philosophe nous invite donc à prendre en compte la genèse pour ainsi mieux comprendre l'évolution subséquente. La prise en compte de la construction du groupe de société permet ainsi de comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci est tel qu'il est aujourd'hui. Le groupe de société fascine autant qu'il divise. La doctrine et la jurisprudence ont vidé de nombreuses cartouches d'encre pour faire prospérer la littérature juridique à son sujet. À la croisée des chemins, le groupe de société passionne en ce qu'il renferme à la fois des aspects juridiques et pratiques. Entre droit et fait, le groupe de société se nourrit de ces différentes approches pour finalement former un être hybride. De nombreux auteurs se sont intéressés, selon différentes approches, à la manière dont le groupe de société pouvait être appréhendé en droit. En effet, le groupe de société concentre un ensemble de contradictions assez singulières. Entité essentiellement économique, le législateur n'a eu que peu de considération à son égard si bien que la jurisprudence est venue combler ces différentes carences. La réflexion juridique n'a donc eu de cesse d'observer cette entité dans le dessein de lui consacrer une existence juridique. De nombreux développements juridiques ont vu le jour comme en témoignent différents ouvrages, thèses mémoires ou articles. Ces différents travaux de recherche montrent à quel point le groupe de société est protéiforme. La multiplicité des facettes composant le groupe de société l'a amené à tisser sa toile parmi l'ensemble des branches du droit. L'ensemble des sujets couverts par le groupe de société ont fait de celui-ci une entité particulièrement étudiée. Cette couverture du groupe de société a fait dire au professeur Le Gall et à Maître Coudin que le droit des groupes de société, aujourd'hui embryonnaire, sera conduit à s'organiser et à se composer autour d'un tronc commun sur lequel viendront se greffer un nombre variable de branches. Si le tronc du groupe de société tend toujours à croître, les branches de l'arbre commencent à prendre de la hauteur. Le droit pénal, le droit des affaires, le droit fiscal, le droit social, le droit de la concurrence, le droit de l'environnement ont tous apporté leur pierre à l'édifice en faisant en sorte d'alimenter le tronc de toute majesté. Ces différents apports du droit ont conduit Thierry Gautier à souligner que la notion de groupe de société est un prisme qui reflète une image différente selon la facette du droit qui est observée. Au-delà des différentes teintes de l'image proposée par le droit,
il convient de se pencher sur les teintes posées par le législateur. Si l'on prend un peu de hauteur, il nous est possible de mettre en évidence que notre voisin allemand a pris en compte le phénomène des groupes de sociétés dans une loi de 1965. Pierre Estrabot indique que dans le cadre d'une loi sur les sociétés par actions, le droit allemand a posé un régime légal du groupe de sociétés dont l'attribution est fondée sur un principe de volontarisme des groupes. Il observe ainsi la distinction que pose le législateur allemand entre les groupes de droit et les groupes de fait. Contrairement à son homologue allemand, le législateur français n'a pas souhaité reconnaître juridiquement les groupes de sociétés. Plutôt que de faire primer le législateur, le droit français met en exergue le rôle du juge dans la construction du droit des groupes. Historiquement, la construction du groupe de société s'est faite à mesure que le juge intervenait pour rendre une décision. Les premiers balbutiements ont débuté avec une décision de 1878 laquelle précisait « Aucun texte de loi, aucun principe de droit n'interdit aux sociétés d'entrer comme associées dans d'autres sociétés du même genre. » De même, à mesure que cette entité économique progressait dans la sphère économique, des contentieux sont apparus et l'absence de définition commençait à poser problème. La doctrine a donc remédié à ce problème en se basant sur la position des juges. Cette liberté laissée par le législateur au groupe leur confère une certaine souplesse. Cette souplesse et liberté n'exonèrent pas le groupe de respecter certaines obligations. Cette approche a pu laisser pantois certains auteurs comme l'avait exprimé le professeur Isabelle Urbain-Parléani qualifiant le groupe de société d'impressionnisme juridique. Édouard Verny précise que l'appréhension économique du groupe de société fait de lui une entité à part dans l'échiquier juridique puisqu'il ne répond pas à une notion unique et légale mais à des situations diverses et évolutives, et comme ses prédécesseurs pointent le rôle actif du juge, il s'agit une circonstance de fait que les juges doivent apprécier selon des critères appropriés. Malgré le postulat ainsi défini, il a tout de même fallu trouver une définition, ne serait-ce que pour appréhender la notion en elle-même et savoir ce qu'elle recoupait. Édouard Verny et Frédéric Pardo ont repris dans leur thèse la définition donnée par le professeur Philippe Merle selon laquelle le groupe de sociétés peut être défini comme un ensemble de sociétés qui, tout en conservant leur existence juridique propre, se trouvent liées les unes aux autres, de sorte que l'une d'elles, la société mère, qui tient les autres sous sa dépendance, en fait ou en droit, exerce un contrôle sur l'ensemble des sociétés dominées et fait prévaloir une unité de décision. Cette définition s'insère dans celle des auteurs Paul Didier et Philippe Didier qui considèrent que les groupes sont un ensemble de sociétés soumises au contrôle, direct ou indirect, exclusif ou partagé, de certaines d'entre elles, placées elles-mêmes sous le contrôle de sociétés situées plus haut dans la hiérarchie du groupe, lequel est tout entier dominé par une société mère, appelée tête de groupe, souvent simple holding, appartenant à une famille, à l'État ou à des apostrophes. Autres groupes, le tout reposant principalement sur des structures de capital en redistribution permanente. Au sein des groupes, on distingue parfois un noyau dur, défini comme l'ensemble des entreprises détenues directement ou indirectement à plus de 50% par une société mère, tête de groupe, et une nébuleuse périphérique, constituée par l'ensemble de toutes les entreprises dépendant du groupe, quel que soit leur degré de dépendance vis-à-vis du centre de décision. Plus on avance, plus les définitions du groupe de sociétés s'étoffent et tendent vers plus d'exhaustivité. Les différentes teintes de l'image que propose le groupe de sociétés n'ont pas aidé la doctrine à poser une définition encadrant le groupe de sociétés. Plusieurs auteurs s'y sont essayés. Tous retiennent que le groupe de sociétés est avant tout une réalité économique, avant d'être approché par le droit. Cette réalité économique prépondérante transcende par ailleurs la réalité juridique, de telle sorte que Bernard Bullock observait que le développement des prises de contrôle sur les sociétés, comme le recours à d'autres techniques, conduit à la création de groupes de sociétés. Cette approche factuelle permet de se glisser derrière le rideau et ainsi d'entrevoir les coulisses où se forment et se construisent les groupes de sociétés. Cette pluralité de définitions tend à observer l'approche économique qui fait l'essence du groupe de sociétés. Cependant, la nature économique du groupe se confronte nécessairement à d'autres facettes du droit telles que le droit pénal. À cet égard, Bernard Bullock s'interrogeait sur le point de savoir si le groupe doit-il être traité comme une mosaïque de sociétés ou bien avoir un statut à part au regard du droit pénal? Cette approche présente l'intérêt de démontrer la manière avec laquelle elle s'empare de la notion de groupe de société.
Favorable à cette approche, Jacques Léoté avait tenté de définir le groupe de sociétés en s'appuyant sur les décisions de la chambre criminelle. Admettant que la chambre criminelle avait œuvré pour reconnaître le groupe de sociétés, il avait observé comment les juges de la haute cour s'emparaient du droit pénal pour tenter de colorer la notion de groupe de société. Deux décisions avaient particulièrement retenu son attention. La première s'intéressait au délit d'entrave à l'exercice des droits des membres du comité d'entreprise et avait alors permis de reconnaître l'incidence que peut avoir l'existence de liens économiques. Il en avait alors conclu que le groupe traduirait l'unité d'entreprise sous la multiplicité des sociétés. La deuxième s'intéressait ensuite au délit d'usage régulier du titre de parlementaire dans la publicité de société. Cette décision a véritablement posé la définition jurisprudentielle du groupe de sociétés comme un ensemble d'entreprises étroitement dépendantes poursuivant un objet commercial et financier. Jacques Léoté analyse cette décision comme posant véritablement une définition du groupe de sociétés par le prisme du droit pénal. Palliant les errements du législateur, la jurisprudence est venue poser un cadre autour de la notion de groupe de société. Pourtant, on aurait pu penser que la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales emboîte le pas de son voisin allemand. Deux auteurs pressentaient que l'exemple allemand allait inciter le législateur français à faire de même. La loi de 1966 est restée muette sur la question des groupes de sociétés. Même si elle fait référence aux notions de filiale et participation, le groupe de sociétés qui est consubstantiellement lié à ces notions n'est pas mentionné. Les dispositions de la loi de 1966 concernant les notions de filiale, participation revêtent une importance particulière de sorte qu'elles ont été transposées dans le Code de commerce. Les articles L233A1 et L233A2 du Code de commerce renvoient respectivement aux définitions de la filiale et de la participation. La filiale se définit comme la société dont plus de la moitié du capital est possédée par une autre, sa société mère. L'article L233A2 dispose substantiellement que la participation vise les hypothèses où une société possède, dans une autre société, une fraction du capital comprise entre 10 et 50% du capital. Une autre notion cardinale relative au groupe de sociétés est le contrôle. La loi de 1966 n'en avait fait mention et pourtant, le contrôle permet de lier les notions de filiale et de participation qui ne sont pas aussi tranchées que le texte semble l'indiquer. En effet, il convient de noter que le contrôle détenu sur une société peut être majoritaire et minoritaire et que ce dernier n'est pas à relativiser. La notion de contrôle est bien plus large que ce que le législateur de 1966 semble poser. Le contrôle sur la part du capital détenu par une société sur une autre est important, certes mais pas exclusif. Ce qui importe pour contrôler une société est d'avoir le contrôle du droit de vote ou du moins, une minorité confortable. Compte tenu de ces apports juridiques importants pour une société, le législateur a intégré la notion de contrôle au sein de l'article L233A3 du Code de commerce. Indépendamment des notions de filiale, participation et plus tard de contrôle, le groupe de société n'est pas mentionné au sein de la loi de 1966. Les débats parlementaires sont d'ailleurs éclairants sur les raisons pour lesquelles le groupe de société n'a pas été consacré par le législateur. À dire vrai, le gouvernement avait tenté de proposer un texte reconnaissant l'existence juridique du groupe de société mais son initiative n'a pas prospéré car elle était bien trop tardive. Il a donc proposé que ce statut serait suggéré dans les mois à venir. Plus particulièrement, le garde des Sceaux, Jean Foyer avait alors proposé au Sénat un article rédigé comme suit. Les autres règles régissant les groupes de sociétés seront déterminées par un texte ultérieur. Cette volonté légistique du gouvernement était poussée par la prise de conscience de l'opinion publique des dispositions de la loi allemande ayant consacré un important dispositif aux groupes de sociétés. Poussée par la volonté de poursuivre l'effort du gouvernement de fonder un véritable dispositif aux groupes de sociétés, une proposition de loi dite proposition Coustet fut déposée à l'Assemblée nationale le 19 avril 1970. Cette proposition de loi visait à reprendre le dispositif allemand s'agissant du groupe de sociétés pour l'intégrer dans le corpus législatif français. Deux auteurs ont évoqué cette proposition comme la traduction libre de la loi allemande. Néanmoins, l'accueil de cette proposition fut mitigé.
S'il y a un consensus autour du constat que le droit français était mal adapté au groupe de sociétés car conçu pour la société indépendante, il n'a pas été possible de mettre d'accord l'ensemble des acteurs sur la fixation des prix. Deux auteurs notent en effet que le milieu des affaires s'est montré très hostile aux complications administratives et au coût des mesures prises par les lois allemandes, l'amalgame créé par les divergences entre les acteurs et l'hostilité des milieux des affaires a définitivement enterré le projet Coustet. La prudence des experts ainsi que la préoccupation de la chancellerie n'ont par ailleurs pas aidé à sauver le projet des eaux. Un nouveau souffle se fit sentir quelques années plus tard avec des lois particulières. Tout en omettant délibérément de consacrer l'existence juridique du groupe de sociétés, ces lois vont toucher en surface aux problématiques identifiées. La loi du 28 octobre 1982 va alors traiter des comités de groupe. La loi du 3 janvier 1985 va elle s'atteler aux comptes consolidés et enfin, la loi 12 juillet 1985 va se concentrer sur l'autocontrôle. Le législateur s'attache à pallier au plus pressé et bricole des aménagements législatifs temporaires. Réglant uniquement les problèmes en surface à mesure que ceux-ci se posent sur l'établi, le législateur ne traite pas le problème à la racine. Il a en effet complètement éludé les problèmes qui, en 1970, étaient considérés comme les plus urgents. Toutefois, l'empilement de ces lois ne semble pas inopérant. Paul Didier et Philippe Didier notent que la superposition des définitions du contrôle que retiennent ces différentes lois permettent d'esquisser une définition consolidée du groupe. En dépit des efforts législatifs, la réalité du groupe de société se fait au gré des jurisprudences. Au fur et à mesure que le contentieux autour du groupe de société enfle, le législateur affine le travail du juge. Néanmoins, la réalité du groupe de société reste jurisprudentielle. La construction de la notion de groupe de société étant jurisprudentielle, c'est a fortiori d'autant plus le cas pour le droit pénal des groupes de société. La construction progressive du tronc du groupe de société a amené de plus en plus de branches. L'appréhension de l'ensemble de ces branches par le droit pénal des groupes de société s'est faite à concurrence de la construction jurisprudentielle du groupe. Aussi, le droit pénal des sociétés sociales, fiscales, environnementales, de la concurrence sont autant de branches à avoir trouvé une résonance au sein du groupe de société. Malgré ces avancées, le groupe de société reste ignoré du législateur et en ce qui nous concerne du législateur pénal. L'absence de cadre législatif entourant le groupe de société a fait de lui un être ignoré du droit. Cette absence a eu une influence sur sa construction. Symétriquement, l'absence de reconnaissance juridique pour le groupe de société s'est traduite par l'absence de personnalité juridique. Cette absence de personnalité juridique s'est ensuite traduite en cascade par une absence de responsabilité pénale. Cela était vrai en 1966 et demeure encore vrai aujourd'hui. Toutefois, le droit pénal offre indéniablement une perspective différente compte tenu des enjeux qu'il renferme. La loi du 24 juillet 1966 a eu une influence sur la construction du droit pénal des sociétés. Paul Lecanu observe que la réalisation de la loi du 24 juillet 1966 a mis fin, ou à peu près à une lamentation, celle qui consistait à déplorer l'émiettement des textes en droit des sociétés. 34 Il poursuit en pointant que ce n'est pas faute pour la doctrine d'avoir proposé des réformes. Cependant, malgré les propositions de réforme, Paul Lecanu rejoint les vicissitudes exprimées par les entreprises sur le manque d'adaptation de la loi aux réalités concrètes de la vie économique. En effet, la loi du 24 juillet 1966 était, disait-on, ou dit-on encore, beaucoup trop rigide. Elle péchait par ses excès de réglementarisme et ne laissait pas les responsables des sociétés, petites ou grandes, respirer suffisamment à leur aise. Le droit des sociétés, au lieu de servir notre économie, l'étouffait, ou au moins la brimait inutilement. Le juridisme régnait, là où les besoins des entreprises auraient dû seuls dicter la législation. Cette contrariété entre les attentes juridiques des acteurs et les réformes tentées pour répondre à la réalité économique de la vie des affaires constitue l'essence du débat alimentant les groupes de sociétés. Le droit pénal a été une réponse à la prise en compte des particularités du groupe de sociétés. L'intronisation du droit pénal a en effet permis d'apposer un cadre répressif qui constituait déjà une réponse à la prise en compte du groupe de sociétés. C'est pourquoi,
Il a ainsi pu être dit que le droit pénal des sociétés a été consacré par la loi du 24 juillet 1966, certes. Le droit pénal est très présent dans la loi de 1966, mais il ne s'agit que d'une compilation de dispositions pénales existantes relatives au droit des sociétés et éparpillées dans des textes divers et épars comme l'affirmait Bernard Bullock. Si le droit pénal des sociétés a été consacré par la loi de 1966, il convient de revenir sur sa genèse. La société du XIXe siècle n'était pas adaptée à l'intronisation du droit pénal au sein du droit des sociétés, répondant alors aux caractéristiques d'une société rurale dominée par des paysans et des artisans. Le droit des sociétés était alors embryonnaire. La révolution industrielle a bouleversé ce paradigme et a fait passer une étape au droit des sociétés entraînant avec lui l'arrivée de comportements indélicats. La cause immédiate du recours au droit pénal a été les scandales du Second Empire 37. Si les sociétés en commandite par action ont été celles qui ont fait passer une étape au droit des sociétés, elles ont aussi parallèlement constitué les premiers abus car elles n'étaient pas réglementées de la même manière que les sociétés anonymes. Le Code de commerce de 1808 appréhendait avec légèreté les sociétés en commandite par action. La loi du 17 juillet 1856 est venue mettre fin à la fièvre des commandites, où l'on accusait une multitude de malversations entraînant faillite et ruine des épargnants. 38. Cette loi a donc défini 6 infractions afin d'endiguer ce phénomène. Cette intronisation du droit pénal à l'intérieur du droit des sociétés s'est poursuivie avec l'adoption d'une loi en date du 23 mai 1863 qui intégrait 2 nouvelles infractions relatives aux sociétés à responsabilité limitée. Ce premier mouvement de pénalisation du droit des sociétés a véritablement été consacré par la loi du 24 juillet 1867, qui a été considérée par Hippolyte Féréol-Rivière comme celle qui constitue en même temps que la Charte des sociétés, le premier édifice du droit pénal des sociétés. L'ampleur et la diversité que prennent les sociétés conduisent à les appréhender avec prudence et méfiance. C'est alors toute l'originalité de la dite loi qui se distingue par son équilibre. Combinant esprit libéral et volonté de protéger l'investissement, elle se caractérise par l'accroissement de la liberté offerte aux entrepreneurs tout en préservant l'outil sociétal et les tiers, actionnaires, créanciers, qui leur offrent investissement et enrichissement. Si le droit pénal s'était installé progressivement au cœur des sociétés, la répression pénale s'est considérablement durcie par les scandales de la Troisième République. Différentes affaires ont émaillé la Troisième République, telles que des scandales financiers ayant entraîné l'adoption de textes répressifs. Malgré l'adoption de textes répressifs, l'impact sur l'opinion publique a instauré un climat de défiance envers les sociétés. Le point d'orgue fut tout de même l'affaire du Crédit municipal de Bayonne, célèbre escroquerie, qui a entraîné l'adoption d'un ensemble de décrets-lois relatifs aux sociétés en 1935. Le séisme provoqué par ces différentes affaires avait dissipé la confiance des épargnants, impactant de fait l'économie nationale. La réponse du législateur fut alors l'accroissement de la répression pénale. La plupart des incriminations créées à cette occasion ont été reprises par la loi du 24 juillet 1966. La genèse du droit pénal des affaires est tout à fait éclairante sur la construction des groupes de sociétés. L'accroissement de la répression à l'endroit des sociétés s'est répercuté par ricochet sur les groupes. La construction parallèle des groupes de sociétés l'a éloigné des considérations juridiques, l'excluant de facto du domaine de la répression. Maggie Parient apporte toutefois une nuance en estimant que cette absence d'existence juridique ne signifie pas qu'il y a une absence pure et simple car le groupe reste une nécessité économique. Elle précise des apostrophes. Ailleurs que depuis 1966, de nombreuses lois ont cherché à trouver des solutions aux problèmes que posait le groupe sans pour autant dessiner les contours unitaires de la notion, et concluant in fine que le groupe est une réponse à de nombreuses situations économiques. Le groupe de société présente donc l'intérêt d'une relative liberté permettant de s'adapter à la vie des affaires et ce, tout en étant dénué de cadre juridique excluant de la répression pénale et par conséquent de la responsabilité pénale. Présenté ainsi, le groupe offre des possibilités intéressantes du point de vue du droit pénal. L'absence d'existence juridique, si elle avait pu constituer un fardeau, a au contraire favorisé la souplesse qui a permis d'assister à une négation de responsabilité,
non mérité selon l'analyse de Maggie Parient. La doctrine pénaliste a pointé cet état de fait du groupe de société. À la croisée des chemins de l'ensemble des droits des sociétés, droit pénal, droit social, droit des affaires, le groupe de société est un champ d'étude large dont les aspects pénaux auront toujours une forte résonance. À la lumière de l'arrêt Rosenblum, Bernard Bullock a analysé les interactions entre le droit pénal et les groupes d'entreprises, et s'est penché sur la manière dont le groupe de société pouvait à la fois justifier une action et dans le même temps, punir. Cette analyse a fortement influencé le travail de recherche de ce mémoire, notamment dans la confection des idées directrices. Si le groupe de société est une enveloppe qui vient englober des situations économiques entre plusieurs sociétés, il n'en demeure pas moins que ces connexions entre les sociétés peuvent être appréhendées par le droit pénal. Les différents montages juridiques de groupes de sociétés et ses différentes formes vont implanter le spectre du droit pénal différemment dans le groupe. Les multiples circuits financiers qui caractérisent le groupe de sociétés, notamment entre la société mère et les filiales qu'elle contrôle, et les filiales entre elles, vont être source de contentieux. C'est la raison pour laquelle un des risques identifiés en 1935 et repris dans la loi de 1966 est l'abus de biens sociaux. Il s'insère particulièrement bien dans le groupe de sociétés, dans la mesure où il va se caractériser par le détournement de ces circuits financiers dans l'intérêt personnel du dirigeant ou d'une société contrôlée par lui. On perçoit alors aisément les risques de l'absence de cadre juridique. C'est la raison pour laquelle l'influence du groupe va être déterminante dans la commission d'infraction. En effet, dénué de cadre juridique, le groupe se situe en dehors du champ pénal et ce faisant, la commission d'infraction va pouvoir être favorisée par cette relative impunité planant au-dessus du groupe. Si au demeurant, on pourrait se contenter de cette justification plausible, il convient toutefois d'affiner cette analyse pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles le groupe de société est permissif. Laure Nurit-Pontier nous livrait une analyse fine des connexions unissant groupe de société et droit pénal 48. Elle estimait que, de manière générale, le fait de créer une personne morale est un moyen de cacher un certain nombre de choses et donc de protéger la personne physique. Par extension, lorsque l'on crée plusieurs personnes morales, cela devient plus facile de protéger la personne physique. Ainsi, elle considère que la commission d'infraction est favorisée au sein du groupe de société. Par ailleurs, puisque la commission d'infraction est favorisée, la constitution d'un groupe dans le dessein de commettre des infractions va permettre, selon elle, de trouver des faits justificatifs. Elle a particulièrement insisté sur les raisons de la prolifération du droit pénal au sein des groupes de société. Le groupe de société se caractérise par la souplesse et cette souplesse inhérente au groupe doit perdurer. Aussi, poser un cadre juridique au groupe de société, c'est faire fi de la souplesse et donc abandonner ce qui en fait son essence. La souplesse est en effet ce qui fait la quintessence du groupe de société. Cependant, cette souplesse a fait rentrer plus facilement les abus dans le groupe de société, ce qui a conduit le droit pénal à s'y intéresser à son tour. La souplesse du cadre législatif et de la structure du groupe a permis d'observer de quelle manière la commission d'infraction a été favorisée. Cette souplesse a d'ailleurs été accrue à l'occasion de l'arrêt Rosenblum instituant un fait justificatif de groupe. Si la notion de fait justificatif est remise en cause par la doctrine, il n'en demeure pas moins que le juge a reconnu que l'infraction d'abus de biens sociaux réalisée dans un groupe de société se justifie lorsqu'elle répond aux critères posés par le juge répressif dans son arrêt du 4 février 1985. Cette décision a profondément changé l'appréhension des groupes de société par le droit pénal pour le législateur, la doctrine et la jurisprudence. Le chamboulement de cette décision a permis de se demander si le groupe de société favorisait l'impunité des auteurs d'infractions. Certes, l'impunité est favorisée lorsque le groupe permet d'annihiler l'infraction et par conséquent, la responsabilité de l'auteur de l'infraction. Au surplus de l'arrêt Rosenblum instituant un fait justificatif de groupe, un mouvement de prévention a fait son apparition notamment par le biais de politiques de compliance. La prévention permet donc que l'infraction ne se réalise pas. Sans infraction, il n'y a donc pas de responsable. Les auteurs d'infractions utilisent l'ensemble des ressources qui leur sont offertes pour tenter d'échapper à leur responsabilité pénale. Délégation de pouvoir,
filialisation du risque pénal sont des techniques utilisées par les dirigeants et présidents afin de cantonner le risque pénal dans une filiale ou sur la tête de quelqu'un d'autre. Cependant, malgré cette impunité offerte par le groupe, un mouvement de responsabilisation tente de percer le voile protecteur du groupe de société. S'il n'y a pas lieu de remettre en cause l'absence de cadre juridique entourant le groupe de société, peut-être existe-t-il d'autres moyens pour mettre à jour la responsabilité du groupe de société. C'est dans ce contexte que la réflexion de Maggie Parient s'était imposée. Si la jurisprudence avait caractérisé l'existence du groupe de société au moyen de plusieurs décisions, l'auteur avait pointé que la jurisprudence reconnaissait l'existence de fait du groupe en raison de l'immixtion de la société mère dans la gestion de ces sociétés liées, de la confusion de leur patrimoine, de la fictivité de l'autonomie juridique. Meriem Wassini Sali s'est intéressée à cette question dans sa thèse et plaidait pour la responsabilité de la société mère du fait de ses filiales. Néanmoins, elle constatait qu'il restait difficile d'engager la responsabilité pénale du groupe de société malgré la reconnaissance de celui-ci par la jurisprudence. Le groupe de société concentre alors deux tensions en droit pénal. Le groupe revêt la double qualité d'être à la fois commissionnaire d'infractions et paravent favorisant l'impunité des auteurs. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de se pencher sur la problématique permettant d'observer le groupe de société comme cadre de commission d'infraction. André Gaillard a analysé l'appréhension des liens entre sociétés d'un même groupe par le droit pénal, et se demandait d'une part si le groupe était créé dans le dessein de commettre des infractions, et si l'infraction était commise voire favorisée par l'existence préalable du groupe. Ces réflexions ont également nourri et inspiré ce travail de recherche. Même si l'appréhension des liens entre les sociétés d'un même groupe est au cœur des problématiques faisant interagir le droit pénal et le groupe de société, il convient de prendre de la hauteur et d'observer l'appréhension du groupe de société par le droit pénal. À ce titre, si l'infraction réalisée au sein d'un groupe de société est favorisée, c'est parce que le groupe de société offre un cadre favorisant la commission d'infraction, partie 1. La commission d'infraction au sein d'un groupe de société est favorisée par la souplesse inhérente au groupe de société. De la même manière, cette souplesse permet de favoriser l'impunité planant au-dessus du groupe de société par les possibilités permises par celui-ci d'annihiler l'infraction et de masquer le véritable responsable. Cette impunité est d'ailleurs recherchée par les différents auteurs d'infractions qui désirent à la fois un cadre permettant la commission, mais aussi la dissimulation de la commission, afin de s'exonérer de leur responsabilité pénale. C'est pourquoi, le groupe de société favorise l'impunité des auteurs d'infractions, partie 2. Partie 1. Le groupe de société comme favorisant la commission d'infraction. Le groupe de société est un cadre favorisant à la fois la commission d'infraction et l'impunité de son auteur. Le groupe de société a tendance à favoriser la commission d'infraction, compte tenu de sa malléabilité. Cette souplesse qui fait l'essence du groupe de société revêt deux traductions au sein de celui-ci. Dans un premier temps, le groupe de société est un cadre dans lequel les infractions sont favorisées compte tenu de l'adaptabilité du cadre législatif, titre I. En effet, dépourvu d'existence juridique, le groupe de société se trouve en dehors des dispositions législatives et de fait, en dehors du droit pénal. Cette exclusion favorise alors la commission d'infraction. Dans un second temps, les infractions sont favorisées au sein d'un groupe de société eu égard à l'élasticité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.